Quand il va finir de gouverner, bon, il va créer cette forme d'alternance-là où les Ivoiriens auront la possibilité de venir choisir leur président librement, en toute quiétude. Non, on n'a pas compris. Le but n'a jamais été de transmettre la Côte d'Ivoire. Il est question de ramener la Côte d'Ivoire dans sa base originelle, c'est-à-dire dans sa position initiale qui est de demeurer sous l'emprise de l'ancienne métropole. Ce n'est pas une affaire de politique pour dire non, il doit être président parce que c'est le meilleur, parce que non, la preuve en est. Je vous l'ai demandé, personne n'a pu vraiment me répondre. Depuis quand Alassane Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, là, quelle est la solution qu'il a apportée au problème des Ivoiriens? J'ai posé la question. Quelle est la solution qu'il a apportée au problème des Ivoiriens? J'ai demandé. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'il a pu régler comme problème depuis qu'il est venu? Non. Il n'a rien apporté. Il y a plutôt une concentration du pouvoir entre les mains d'un groupuscule. Il y a l'exclusion politique. Il y a la répression. Une répression qui est ciblée. Et puis surtout, il y a une justice qui est perçue à sens unique. En fait, qu'est-ce que Ouattara a pu créer, comme on le dit? À chaque fois que vous levez pour dire on a le coût de la vie qui est cher, ils vont vous dire non, on a mis goudron. Quand vous voulez parler, on dit non, on a construit 1000 lycées, 1000 collèges. Quand vous parlez, on dit non, on a mis goudron. Moi, je vais vous mettre au défi. Je vais les mettre au défi de nous nommer les 1000 collèges qui ont été créés. Je vais vous mettre au défi de nous montrer ça. On dit non, ils ont donné 1 milliard par jour à la jeunesse pour soutenir l'effort du gouvernement envers la jeunesse. Donc, il y a 1 milliard qui a été voté pour que les jeunes puissent, je ne sais pas moi, on puisse financer les projets des jeunes, on puisse leur permettre, on puisse faciliter leur insertion dans le tissu social, on puisse les accompagner dans la création de leur PME, on puisse les aider à réaliser. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a créé réellement? Moi, je pose la question. Rien, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour solutionner les problèmes des Ivoiriens. On était dans un pays coupé en deux. Un pays exsangue économiquement. Un pays qui, au fait du contexte de la crise militaro-politique, notre économie était un peu chancelante. Mais on a vu comment le coût de la vie était, n'est-ce pas? On pouvait quand même avoir des logements décents. On pouvait quand même se loger. Quoique on était dans une situation difficile. Maintenant, là où Alassane Ouattara a tous les leviers, où il a tous les signaux au vert, là, pourquoi la difficulté de la vie a atteint son paroxysme en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils n'ont jamais été là pour les Ivoiriens. Le projet n'est pas de permettre aux Ivoiriens de s'émanciper, de profiter des richesses de leur pays, de refaire une redistribution équitable. Non, ce n'est pas ça le projet. Est-ce qu'on commence à percevoir qu'ils ne sont pas là pour faire la politique? Ils sont là pour garder durablement la Côte d'Ivoire dans le précaré de l'ancien maître, qui est toujours d'ailleurs demeuré le maître. C'est ça le projet. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont très fermés sur la question de l'alternance. C'est pour ça qu'ils sont très fermés sur la question de l'alternance par la voie démocratique. C'est pour ça que vous les voyez interpréter la Constitution d'une façon, je vais dire, ils interprètent la Constitution à géométrie variable. Ils n'interprètent la Constitution que dans le sens où ça leur sied, dans le sens où ils sont à l'aise, dans le sens où ça les arrange. Il n'a jamais été question de venir faciliter la vie aux Ivoiriens, non. Ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il est là suite à un projet qui consiste à garder la Côte d'Ivoire toujours sous l'emprise
de l'ancienne métropole, donc de la France. Quand on dit ça, on nous traite de conspirationnistes, on dit de nous que nous sommes comment on appelle ça même? Hein, nous sommes dans une forme d'utopie, ce sont des lubies que nous avons, on n'est pas factuel, on est des rêveurs. Non, on n'est pas des rêveurs. C'est le vrai point qui est là. Le projet de l'avènement de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais regardez comment est-ce que toute la communauté internationale s'est mobilisée. Est-ce qu'à part Ouattara, là, il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas une autre personne qu'on peut mettre à la tête de la Côte d'Ivoire? Moi, je pose la question. Mais pourquoi l'individu? Parce que c'est la pièce maîtresse du projet. Oui, doyen Willoué, bonsoir. Merci d'être sur le panel. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est la pièce maîtresse du projet. Et en quoi consiste le projet? Le projet consiste à ne plus jamais laisser la Côte d'Ivoire entre les mains de ceux-là qui refusent de se soumettre au dictat de l'ancien maître, au dictat de la France. C'est simple. Ouattara a fait combien de voyages en France? Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un président qui s'est rendu en France autant que Ouattara. Ouattara a presque 300 voyages. Vous vous rendez compte? En France, pourquoi faire? À la veille de chaque composition gouvernementale, de l'équipe gouvernementale, il sera en France. Pourquoi? C'est pas, en fait, il n'est là que pour jouer un rôle dans le projet. Ils n'ont jamais prévu mettre en place des projets de société viables ou un programme de gouvernement à l'effet de satisfaire ou d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Ça n'a jamais été le projet. Vous comprenez? Comment comprendre que Ouattara vient au pouvoir? Il tue, il emprisonne, il réprime avec la plus, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il se comporte de la sorte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pire dictateur qu'Alassane Ouattara? Il n'y a pas pire dictateur qu'Alassane Ouattara? Oui, me dit, est-ce que la France permettra à Téné Birahima? Oh, doyen, la France l'a déjà validé. Sinon, Ouattara n'aurait jamais nommé Birahima vice-premier ministre. En fait, ça allait être trop flagrant de le nommer premier ministre. Voilà, ça allait être trop flagrant, ça allait sauter vraiment trop aux yeux. Donc, on va le mettre vice-premier ministre. En vérité, c'est lui qui est le vrai premier ministre. L'autre, ça va servir, il va être un pantin. Et puis, quelques temps après, ils vont l'éjecter. Et Thiam, non, mais Thiam s'est rendu compte qu'on est dans une politique réelle. Voilà. La France n'a pas d'amitié, elle n'a que des intérêts. Celui sur le terrain là, qui garantit leurs intérêts, qui obéit au doigt et à l'œil, c'est celui-là qu'ils vont toujours accompagner. Ce n'est pas nécessairement parce que tu es notre ami qu'on va lutter, vaille coûte que coûte pour te mettre là. Non. Ouattara a forcé la main des gars. Il s'est imposé. Il a forcé les gars à composer avec lui d'une façon ou d'une autre. Et puis, on est dans une situation tellement délicate. Le contexte fait que ils ne peuvent plus prendre le risque de mettre quelqu'un de neuf à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que la situation avec ce qu'on sait de l'AES, voilà, il y a plein de choses. Ouattara qui joue son rôle pleinement en essayant de déstabiliser les pays de l'AES, tout et tout. Vaut mieux continuer avec celui-là que de prendre quelqu'un avec qui on va tout recommencer et tout, non. Donc, il a compris que le contexte s'y prêtait. Donc, il les a obligés, Ouattara a obligé la classe française, en tout cas ceux qui dirigent, à composer avec lui. C'est vrai, il fait beaucoup de dérapages. Bon, c'est un dictateur, tout et tout. Mais dans le fond, est-ce que c'est pas un pion sur lequel on peut compter? Oui. Pourquoi? Il nous aide à tordre ou à saboter le projet de l'AES. On sait quelle dent la France a gardé contre les pays de l'AES. Il est déjà bien rompu, il est déjà bien au fait de toutes ces situations-là. Il collabore étroitement avec les ennemis des différents régimes de l'AES. Donc, il est déjà dans une certaine dynamique, tu vois.
Donc, est-ce qu'il faut sacrifier tout ça pour mettre un nouveau venu parce que c'est un ami et ce n'est pas sûr que tout de suite il prenne ses marques avec... Donc, je pense que il a fini par s'imposer malgré le coût des choses. Ce n'est pas qu'il voulait forcément qu'il soit là, mais la situation aidant, il a pu s'imposer et ils ont décidé de composer avec lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que l'autre, il constate qu'effectivement, les gens... la politique, c'est ça. Voilà. C'est l'appréciation des événements du moment, quoi. Ce n'est pas forcément parce qu'on a des copains que... Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Je pense que les intérêts personnels ne valent rien devant les intérêts des pays, devant le positionnement stratégique de chaque pays. Voilà. Ouattara est prêt à jouer le jeu à fond. Donc, 4 mandats contre accompagnement de la déstabilisation des pays de l'AES. C'est tout. On te laisse faire un 4e mandat, tu violes la Constitution, tu fais tout ce que tu veux, à condition que tu te rendes disponible pour nos différents projets de déstabilisation. Sinon, que gagne la Côte d'Ivoire à chercher à déstabiliser les pays de la sous-région? Qu'est-ce qu'on gagne réellement? On a quoi contre le Burkina, le Mali, le Niger et tout ça? Pourquoi nous voulons vaille que vaille travailler à leur déstabilisation? La Côte d'Ivoire n'est gagnant à le faire, à la vérité. Et c'est ça que le président Laurent Gbagbo dit. Nous n'avons pas à sous-traiter une guerre qui n'est pas la nôtre. On ne va pas faire de la Côte d'Ivoire l'Ukraine. Et c'est ce qui est en train de venir. Parce que le président du Burkina a dit, l'hiver noir va consister à déplacer la guerre en Afrique de l'Ouest. Donc, l'hiver noir va constituer à déplacer la guerre en Afrique de l'Ouest. Et c'est clair que les camps sont connus. Vous voyez, Tiani, quand il est sorti, je l'ai dit, les gens ne vont pas se prononcer parce qu'ils sont sous le coup de l'émotion. Quand le président du Niger accuse directement Alassane Ouattara, non seulement ils en ont les preuves, mais ils ont décidé de ne plus subir. Ils ont décidé de ne plus rester attentistes. Ils ont décidé de ne plus se contenter qu'à faire face aux différentes attaques. Ils veulent maintenant passer à l'action. Ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque? Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas du bluff. Ils sont conscients que le projet de l'AES, s'il doit réussir, parce qu'ils sont plus loin de la sortie. Vous voyez, quand ils mettent en place leur banque d'investissement, qui a un capital de 500 milliards, ils arrivent à boucler ce cas. C'est extraordinaire. Ils arrivent à boucler, comment je peux dire, cet investissement-là, de près de 500 milliards. En plus, chaque pays de l'AES doit payer annuellement, je crois, 10 milliards. Donc, en plus des 500 milliards, ils ont encore mis les 10 milliards sur la table. Le Mali vient de doubler ses recettes en termes d'exportation minière. Ils sont passés de 500 milliards de francs CFA à 1000 milliards de dollars. Le ministre, allez-y voir le ministre Sanou, il a fait cette annonce. Donc, les gens ont suffisamment de sous. Ils ont beaucoup d'argent. La seule chose qui leur reste, là, c'est bouquet, j'ai personne n'est plus le leader. Ouais. La seule chose qui leur reste, c'est vraiment de s'affranchir monétairement parlant. C'est sur ça qu'ils sont en ce moment. Et je pense que ce n'est plus loin d'arriver. C'est pour ça que la Russie a pu dire clairement qu'il y a un projet de s'en prendre directement à la vie de ces différents leaders-là. Vous voyez, Saïf Islam, ça a commencé par lui. Voilà. Parce que Saïf Islam, le fils de Kadhafi, les gens lui ont dit, pour qu'il ait la vie sauve, de ne pas retourner en Libye. Le général Haftar, qui commande des troupes qui détiennent un emplacement stratégique de Libye, s'est rapproché plus ou moins de la Russie pour demander à ce qu'on puisse les aider à se débarrasser des différents groupes rebelles qui occupent des postes stratégiques. Mais ces groupes rebelles-là sont appuyés par qui, vous savez, par l'Occident, bien évidemment, à l'effet de pouvoir pomper gratuitement toutes ces ressources-là de la Libye. Donc, Saïf Islam, c'est le fils de Kadhafi. Il est très imprégné des réalités de la Libye et il a décidé, en fait, de reprendre le pouvoir en Libye. Ok? Donc, il est revenu. Donc, le fait de s'attaquer, le projet de s'attaquer directement aux différents dirigeants de l'AES, là, ce n'est pas du vent, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Donc, Saïf Islam, il en a déjà fait les frais. Donc, il y a un réel projet pour saboter réellement les acquis, en tout cas de la Confédération, qu'est l'AES.
Si les gens y prennent garde, les choses vont vraiment, la situation va vraiment s'envenimer et on va avoir quelque chose qui va être très, 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 très difficile. Voilà. Donc, Ouattara comprend très bien le projet. Le projet a été validé depuis fort longtemps. Il a travaillé clairement à débarrasser le plancher des différents adversaires. Vous voyez, aujourd'hui, Big Togo, il en fait les frais. Pourquoi Big Togo en fait les frais? Juste parce que il ne faut pas que quelqu'un vienne empiétrer sur ce qui a déjà été décidé. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont venir mettre, je dirais, du sable dans la machine qui est déjà très bien huilée. Donc, le plan de sécession à la tête de la Côte d'Ivoire a déjà été validé. C'est pour ça que Mamadou Touré peut sortir pour dire on aura à gouverner la Côte d'Ivoire les 25 prochaines années. Ce n'est pas du bluff, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est déjà cuit. Le plan est déjà enclenché. Tout a déjà été validé. Donc, on peut faire monter le prochain président et on va lui donner toute la puissance nécessaire pour se comporter comme un président bis. On fait de lui véritablement une sorte de vice-premier ministre, mais à la vérité, il est le réel premier ministre qui va travailler à coordonner l'action gouvernementale. Il va prendre ses marques en tant que président. Il sera confronté directement à la gestion du pouvoir parce que c'est lui qui va décider de tout ce qui va se passer. Et in fine, quand il aura assez de coffre, quand il se sera bien, comment dirais-je, mêlé, quand il aura pris véritablement toute sa place, voilà, dans l'action gouvernementale, on va débarrasser le plancher. Et puis, vous allez voir qu'il y aura une réforme constitutionnelle qui va permettre à ce qu'il monte d'un cran au-dessus. Ça vient là. C'est pour ça que le gars, il sort pour dire, pendant 25 ans, on est là, ne vous inquiétez pas, on a déjà tout calé. C'est pas ce que vous comprenez. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui me posait la question, pourquoi est-ce qu'il est devenu député? Non, je vais vous dire. Posez-vous la question plutôt, pourquoi il n'est pas devenu député plus tôt et puis c'est maintenant? Pourquoi on n'a pas fait de lui député? Il y a longtemps, il est là, il y a longtemps, il est dans le gouvernement. Pourquoi on n'a pas fait de lui un élu? En fait, il y a une seule chose qui lui manque. Il y a une seule chose qui lui manque. Il lui manque quoi? Je lui dis, il lui manque un électorat. Il lui manque la popularité qui va avec. Tu ne peux pas prendre un arriviste, quelqu'un qui est arrivé comme ça. Bon, on sait ce qu'il a fait plus tôt, on sait qu'il a été ministre et tout ça. Mais est-ce que c'est quelqu'un sur qui le choix du peuple est porté? Parce qu'il faut justifier tout ça d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut lui accorder cet électorat-là. Où on l'emmène à Bobo, vous savez que c'est le fief. À Bobo, on dit à Bobo que bon, c'est l'électorat du RDA et tout et tout. Il faut commencer à lui constituer une certaine popularité. Vous avez vu qu'il a commencé à descendre dans l'arène, il a commencé à se frotter aux populations, il a commencé à se faire voir un peu partout, il a commencé à inaugurer ici, ça et là, les petites cérémonies, tout ça, vous le voyez un peu, ça, tout ça c'est fait exprès, c'est une façon de lui donner une certaine envergure, le maquiller politiquement parlant, et puis dire de lui que plus ou moins, il est adoubé par la population. Donc, lui donner la statue d'un futur président qui est aimé par une certaine population. Tout ça, c'est bien préparé. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait avant, on l'a fait maintenant. Tout est une question de timing. Quand vous voyez que c'est maintenant qu'on crée le poste de vice-président, vice-premier ministre, pardon, c'est parce que, bien évidemment, il va rentrer en action bientôt. Tu vois? Donc, il faut déjà lui faire franchir une certaine étape. Voyez-vous comment est-ce que un simple ministre, il était ministre, mais regardez comment est-ce que ses camarades-là le saluaient. Vous voyez comment est-ce que les gars le saluent avec révérence. Pourtant, ils sont collègues, hein. Ils sont ministres, hein. Pourtant, ils s'entendent très bien. Je vais dire qu'il n'est pas le super ministre, il est juste un ministre comme les autres. Mais regardez comment les autres le saluent avec déférence. Et Patrick Haché a trahi un peu ce secret-là lors de leur congrès pour faire le sabari à Ouattara pour qu'il revienne sur sa décision. En tout cas, pour qu'il accepte d'être candidat. Regardez ce que Patrick Haché a dit. Tu fais des jaloux. Pourquoi? Parce que le choix s'est porté sur toi. Donc, on comprend que quand il dit à Téné Birahima que tu fais des jaloux, mais il s'adressait en fait, maintenant à qui vous savez, il s'adressait à Bictogo. Vous voyez? Donc, le choix a déjà été fait quant au plan de succession de la Côte d'Ivoire. Donc, le projet là, ce n'est pas de venir faire la politique
Ce n'est pas de venir créer des conditions pour que, bon, les Ivoiriens puissent s'exprimer par le choix du vote. Ce n'est pas de créer des conditions idoines pour que tous les candidats, s'ils veulent candidater, puissent candidater. Non. Parce que ça va à l'encontre du projet qui est de garder la Côte d'Ivoire très longtemps dans le précaré français. Vous comprenez? Ça va à l'encontre de ce projet-là. Donc, on ne peut pas créer les conditions pour que le projet ne puisse pas prospérer. On doit créer les conditions pour que le projet puisse perdurer. Et lui, il vient vous annoncer, Mamadou Touré vient vous annoncer que depuis que Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été question de faire une quelconque passation. Parce que le projet est de garder durablement la Côte d'Ivoire dans l'escarcelle de la France, mais surtout de travailler à ce que les projets que veut la grande métropole puissent se faire. Et vous savez tous dans quoi nous sommes en ce moment. Voilà, c'est pour ça que ils sont sans état d'âme et très réfractaires à la contradiction et surtout à tous ceux qui refusent de plier les chines. Ils veulent que tout le monde se soumette. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que bon, ils vont rentrer dans les rangs, ils vont bon, venir faire la politique autrement, et puis en 2030, espérer, comment dirais-je, que Ouattara ouvre le jeu pour qu'il puisse candidater, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Il n'en sera pas ainsi. Il n'en sera pas ainsi. Il a parlé comme ça, comme d'habitude. On va regarder, on va se dire, bon, ils sont toujours en train de dire des choses. Non. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes prêts, les Ivoiriens surtout, sont prêts à supporter tout ça pendant encore 25 ans? Vous voyez, il y a quelques années en arrière, les coûts de loyer n'étaient pas aussi, je veux dire, exorbitants, n'est-ce pas? On arrivait à un point de saturation. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ne vous apporteront aucune réponse. Ils ne vous donneront aucune solution. Ils ne resteront pas dans une posture où ils vont réfléchir à solutionner le problème des Ivoiriens. Non. Quand les Ivoiriens posent un problème, il faut leur dire qu'ils doivent la fermer. Parce que eux, ils sont là pour maintenir la Côte d'Ivoire dans une certaine situation, dans un certain état. Si tu n'arrives pas à loger ta population, alors pourquoi tu casses le peu que les gens ont pour se loger? Déjà que tu ne crées pas les conditions pour que les Ivoiriens puissent se loger décemment, pourquoi le peu qu'ils ont là, tu viens déjà casser ça? Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas casser. Crée les conditions au contraire pour que ces Ivoiriens-là puissent se loger décemment et à des coûts abordables. On sait tous qu'il y a un déficit en matière de logement de plus de 50 000 logements, mais quelle est la réponse que ce pouvoir-là a apporté? Aucune réponse. À chaque fois que les gens vont protester, vont faire des revendications, la seule réponse qu'on va leur donner, c'est de les jeter en prison. C'est pour ça que tous les syndicats, à chaque fois qu'ils veulent protester, on leur colle l'étiquette de l'opposition pour dire qu'en fait, vous êtes manipulé par l'opposition et vous êtes là, vous faites ça pour fragiliser les institutions. C'est ce qu'ils mettent en avant et finalement, ils ferment les oreilles. Ils restent sourds à toutes ces revendications-là et ils finissent par arrêter tous ceux qui posent des problèmes qui sont pourtant très importants ou qui sont entendables. Regardez par exemple, quand le syndicat des enseignants, ils ont eu à poser leurs revendications sur la table, ils ont accompagné ça d'une grève. Vous avez vu que après la négociation, dès qu'ils sont sortis, ils sont allés arrêter Ghislain Dugarry, ils l'ont jeté en prison. C'est une intimidation tout simplement. Est-ce qu'ils ont donné suite, ne serait-ce que... est-ce qu'ils ont donné suite ou bien même essayer de dire, bon, on va réfléchir au problème que vous avez posé? Non. Quand, je le disais tantôt, les docteurs qui sont sortis de l'université, ils ont grévé, ils ont fait la grève pour dire que vraiment, il faut que l'État trouve un mécanisme pour nous absorber sur le marché de l'emploi parce qu'on ne peut pas nous former et nous jeter dehors. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de notre situation. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a mis en prison. Vous avez vu que quand JFK, par exemple, a protesté sur le fait de l'opacité de ce concours administratif concernant la douane, où il y a des gens qui ont été enrôlés sans que personne ne soit informé, il a demandé à ce que la lumière soit faite. Il a même dit que cette façon de faire n'était pas une façon qui, je veux dire, donnait des chances équitables à tout un chacun de pouvoir, bien évidemment, concourir à un concours public. Donc, comment ça se fait que les gens soient enrôlés dans un concours dit public sans que nous le sachions? Donc, il a protesté contre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'État a daigné trouver intéressant de nous expliquer le mécanisme par lequel des concours ne soient pas décernés au grand public? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en prison. Donc, à chaque fois
que quelqu'un va se lever pour, je ne sais pas moi, poser une revendication ou alors faire entendre sa voix ou mettre sur la table une suggestion, cette personne-là sera arrêtée. Soit on dira de cette personne qu'il est manipulé par les opposants, soit on trouvera, je ne sais pas, quelque chose d'autre pour l'arrêter. Donc, pour dire qu'en fait, la présence de Ouattara au pouvoir n'est nullement de garantie, je ne sais pas moi, une vie décente aux Ivoiriens ou de permettre aux Ivoiriens de pouvoir mieux vivre. Ce n'est pas ça. Sinon, on n'allait pas massivement endetter les Ivoiriens et puis les Ivoiriens allaient subir encore le coût de cette dette-là. Comment est-ce que nous payons cette dette, mais par les taxes qui augmentent? C'est aussi simple que ça. On ne taxe pas les grosses fortunes, on ne taxe pas les sociétés étrangères qui font des bénéfices faramineux, mais on taxe le quotidien des Ivoiriens. C'est-à-dire que vous allez voir que hier, l'huile qui coûtait peut-être, je sais pas moi, 1 litre à 600, je donne un exemple comme ça, demain va se retrouver à coûter 800. Pourquoi? Parce qu'on taxe le quotidien, on taxe les produits de première nécessité et c'est là qu'on va chercher directement l'argent dans la poche des Ivoiriens. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas sur ceux qui ont déjà l'argent, par exemple? Donc, vous comprenez, quand on passe par l'augmentation du coût de l'électricité, vous comprenez que c'est le consommateur qui directement est frappé par ces mesures-là. Donc, ils ne pourront nous apporter aucune véritable solution. Donc, ils vont vous dire qu'ils sont encore là pour 25 ans. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir, c'est à nous de chercher à comprendre. Est-ce que pendant 25 ans, on pourra se taper, on pourra se coltiner Alassane Ouattara et son équipe, d'autant plus qu'on sait qui va lui succéder. Vous savez de quelle façon c'est plusieurs fois illustré Téné Birahima Ouattara, vous le savez très bien. Vous savez que c'est le chef des encagoulés. Vous savez que c'est le patron de Sobroko. Vous savez ce qui se passe à Sobroko. Vous êtes au courant de comment est-ce que les encagoulés enlèvent les Ivoiriens, comment est-ce que les Ivoiriens sont torturés. Vous savez tout ça. Donc c'est celui-là qui s'apprête à diriger la Côte d'Ivoire parce que le plan veut qu'il soit à la tête pour encore 25 ans. Selon eux, il a encore toute sa force, toute sa fougue, toute sa jeunesse. Donc il pourra être au service de l'ancienne métropole. Qu'est-ce qu'on fait? Nous restons là sans mot dit, nous restons là à croiser nos bras, ou bien on décide de réagir. Je vois combien de temps je parle. Donc, le débat est clair, le débat il est posé. C'est à nous de voir exactement ce qui nous arrange. C'est à nous de voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est très sérieux. Donc vous voyez qu'il n'est pas question ici nécessairement de partis politiques, mais il est question de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que la démocratie n'est pas une vertu en Côte d'Ivoire. La démocratie n'est pas une vertu en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien, nous ne sommes plus dans une république. Pour exister, pour faire valoir son droit, il faut nécessairement être dans le RHDP. Donc, on revient au temps du parti unique. On crée les conditions pour ne plus jamais qu'il y ait d'autres formes de résistance, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à cela? Parce que, bien évidemment, comme vous le savez, ils n'entendent pas lâcher le pouvoir. Ils nous l'ont prouvé à maintes reprises. Vous allez voir de nouvelles réformes constitutionnelles se mettre sur la table pour créer cette forme de succession à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas promouvoir une certaine forme d'alternance, vous le savez très bien. On est déjà parti pour ne plus jamais revenir à un état de fonctionnement normal. On est dans une dictature, non, une démocratie de façade. Les Ivoiriens sont au courant de ça. Donc, c'est pour dire que il faut réagir. On a toujours ces chiffres macroéconomiques positifs qu'on nous pond. On a un État qui encaisse comment dirais-je, qui encaisse plus d'impôts, mais on a la vie quotidienne des Ivoiriens qui se dégrade. C'est dans ça que nous sommes. Et l'effort est toujours demandé aux mêmes personnes. Les sacrifices qu'on nous demande sont permanents. Je l'ai dit et je ne cesse de le redire, il faut réagir. On est parti pour ne pas vraiment s'en sortir. Voilà. On est parti pour ne pas s'en sortir. Nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de dénoncer. Nous sommes obligés de dire ce qui ne va pas. Nous sommes obligés de réveiller, d'éveiller les consciences. Nous sommes obligés de donner de la voix. Vous savez qu'à Abidjan, il n'y a personne ne peut véritablement parler. Vous savez pourquoi? Parce que la peur a été érigée en mode de gouvernance. Ils ont terrorisé, ils ont traumatisé les Ivoiriens. C'est fait exprès.
Parce qu'un peuple qui a peur va forcément refuser de se lever, va forcément refuser de réagir. Donc, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi. Il faut s'aimer la division entre les Ivoiriens. Après avoir fini de s'aimer la division, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais véritablement accompagné les programmes de réconciliation. C'est vrai, ils ont créé, je ne sais pas, des organisations comme la CONARIV, CDVR, tout ça, pour travailler à régler le problème de la réconciliation, tout ça. Mais ils l'ont eux-mêmes saboté. Quand on voyait le ministère de la Réconciliation qui a été créé, tout ça, c'est pour faire joli, c'est pour rassurer les bailleurs de fonds, tout ça pour dire que on travaille à ce que le pays ne connaisse plus de travers, on travaille à ce que les Ivoiriens, en tout cas, se parlent de nouveau, et on travaille à recoudre le tissu social. Donc, c'est pour faire joli. Mais dans le fond, un peuple qui est soudé, qui est réuni, un peuple qui se réconcilie, est un peuple qui est prompt à un soulèvement ou alors à une mobilisation extraordinaire. Parce que quand on est divisé, on peut mieux régner. Donc, eux-mêmes, ils travaillent à ce que cette division-là soit toujours dans notre pays. Ils travaillent à fragiliser le tissu social. Ils travaillent à cela. Quand vous donnez des prérogatives à un seul groupement ethnique, alors que vous savez que nous sommes plusieurs ethnies, ça va créer un sentiment de colère, un sentiment d'injustice. Vous voyez? Et ils le font exprès. Ils vont exacerber ça. Ils vont nous faire nous regarder en chaîne de faïence. Donc, ils ont besoin de ça. Donc, tout ça, c'est pensé, c'est voulu. Quand on dit des autres que ce sont des chiens, la caravane passe le chien à bois, c'est fait exprès. Ce sont des propos qui sont tenus exprès. Ça nous montre que on ne peut plus s'entendre. On ne peut plus créer un lien de fraternité tel que ça l'était auparavant. En Côte d'Ivoire, on a toujours vécu en bonne entente, en bonne harmonie, que tu viennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous, on s'en foutait de ça. Du moment où tu es avec nous, on gère. Vous voyez? Et ça a maintenu la Côte d'Ivoire dans un état stable assez longtemps. Mais dès que la fracture est rentrée, dès qu'on a créé des choses qui n'existaient pas, le nord, le sud, non, on ne savait pas qu'il y avait le nord, le sud en Côte d'Ivoire. Nous, on ne savait pas qu'il y avait les chrétiens qui n'aimaient pas les nordistes, les musulmans. Nous, on ne savait pas qu'il y avait une guerre entre les nordistes et les sudistes. Je ne sais pas si vous voyez. Tout ça a été préparé. Ce sont des choses qui ont été injectées dans le quotidien des Ivoiriens. Et les médias étrangers se sont fait le relais de cela. Et à force de répéter, c'est devenu une seconde nature pour nous. Tu as comme l'impression que les gars du Nord sont des ennemis parce que, bon, soi-disant, nous, on n'a jamais commis ça. Donc, tout ça, c'est fait exprès. Plus on est divisé, plus ils sont directement, ils sont très, 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 je veux dire, aux commandes et ça leur profite à eux. Ne dit-on pas diviser pour mieux régner. Maintenant, après ça, il faut s'aimer la peur. Voilà. Pourquoi vous pensez que quelqu'un qui simplement dénonce quelque chose, on l'arrête, on le met en prison? Non, c'est une intimidation qui ne dit pas son nom. C'est vrai que c'est la répression et tout ça, mais c'est une façon de nous intimider. Si tu vois ton compatriote se faire jeter en prison, sans procès, en violation de tous ses droits et tout ça, tu es intimidé. Et l'intimidation, sa source, c'est la peur. C'est parce que tu as peur que tu es intimidé. Et donc, c'est une façon de nous faire taire, de nous murer dans un silence, en fait. Et ça leur permet de dérouler leur projet. C'est exprès qu'ils règnent avec une main de fer. Ils ne portent même pas de gants, de velours, pour dire qu'en fait, au moins, il y a une dictature, mais elle est un peu douce. Non, c'est vraiment avec une main de fer, pour nous empêcher même de pouvoir nous lever contre ça. C'est fait exprès. Tout ça contribue à mettre en place le plan de prédation de la Côte d'Ivoire sur les 30 prochaines années. Ils vous l'ont dit. Mamadou Koulibaly l'a dit, Mamadou Touré, pardon, l'a dit. Et ça, on n'y peut rien pratiquement contre ça. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut baisser les bras? C'est pour ça que moi, je dis que clairement, si nous restons amorphes assez longtemps, on est foutu. On est foutu. Et nous, on ne va pas s'arrêter de parler parce que il faut quand même des personnes pour dénoncer. Et ça gêne, ça donne de la force aux frères ivoiriens qui sont au pays, qui ne peuvent pas parler parce qu'ils se disent que quelque part, la cause n'est pas perdue. Quelque part, il faut toujours maintenir le flambeau de la lutte. Voilà. Ne pensez pas que ce que nous faisons, c'est forcément parler dans le vide. Non. Si c'était parler dans le vide, on ne chercherait pas à nous faire taire d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? C'est à force
de mener cette revendication, de tenir une position d'insoumission. En fait, reconnaître le 4e mandat de Ouattara, c'est se soumettre à l'ancienne métropole. C'est faire allégeance à la France et c'est donner quitus ou mandat à Ouattara de diriger la Côte d'Ivoire pour les 30 voire 50 prochaines années. Parce que si Ouattara n'a pas ouvert le jeu politique maintenant, pourquoi le ferait-il demain? Qu'est-ce qui vous dit que c'est en 2030 que la situation va se normaliser? Qu'est-ce qui vous dit que c'est en 2030, ils vont maintenant finalement accepter que les autres candidats puissent compétir? Non. Qu'est-ce qui va changer? Les acteurs sont les mêmes. Le ministère, le gouvernement que vous avez vu là, quels sont les acteurs? C'est les mêmes gars. C'est les mêmes. Ils ont déjà apporté quelle solution? C'est les mêmes qu'on se tape. Les Kabanyale, les Mamadou Touré, les... Je ne sais pas moi, citer le nom de Crab là. Tout cela, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau en étant ministre? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Moi, je vous pose la question. C'est les mêmes gars qui sont là. C'est du recyclage. On prend les mêmes. On fait un jeu de chaises musicales. On l'enlève ici. Après, on le jette là-bas. Après, on prend X ou Y. Après, il devient ministre délégué. Après, il devient ministre d'État. Il devient ministre conseiller. C'est les mêmes qui ne peuvent pas répondre aux besoins des Ivoiriens. Ils sont là juste pour travailler à ce que la Côte d'Ivoire demeure dans cette position-là, pour que l'ancienne métropole, donc la France, puisse travailler à faire ce qu'elle veut en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Donc, s'ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, c'est pas demain ils vont ouvrir le jeu politique pour dire venez, on fait une vraie élection. Non, jamais. Je vous pose la question. Depuis que Ouattara est là, il y a déjà eu une vraie élection en Côte d'Ivoire? Depuis qu'il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a déjà eu une vraie élection? Est-ce qu'il a permis même à des candidats, au moins ne serait-ce que, même si on sait que c'est lui qui a gagné, mais est-ce qu'il a permis de dire, bon les gars, venez au moins en fait? Il ne l'a jamais fait. Pourquoi ça doit changer? Pourquoi vous voulez que cette méthode qui gagne là, qui leur permet d'être toujours au pouvoir là, pourquoi vous voulez que ça change? Ça ne peut pas changer. Pourquoi? Mais parce que dans le rapport des forces, ils pensent avoir le dessus. Parce que justement, ils ont un soutien de poids. Et ce soutien-là ferme les yeux sur toutes les dérives dictatoriales de Ouattara. Est-ce que vous avez vu la communauté internationale se fâcher ou alors taper du poing sur la table ou alors faire des communiqués pour condamner la gouvernance de Ouattara? On sait très bien ce qu'il fait. Il y a des détournements à point fini. On a vu à l'Union européenne, quand on disait de... comment il s'appelle? Guy Kawi, qui était ministre de la Santé, quand on l'accusait d'avoir détourné 18 milliards de l'Union européenne. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu comment l'Union européenne est rentrée en branle et tout ça? Ils ont sanctionné la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu ça? Maintenant, voilà, Alassane Ouattara, ils volent en plein jour. C'est même pas la nuit. Ils volent. Tout le monde est conscient. Les détournements, eux-mêmes, ils font venir des cabinets étrangers, tout ça, qui viennent faire des audits. On sort les... Et puis, il n'y a rien. Personne n'y parle. En plus, ils ne s'arrêtent pas là. Il n'y a pas que cette gabégie-là. Ils vont arrêter les opposants. Des gens meurent en prison. Les Lino Faso sont morts en prison. Vous avez vu Amnesty International parler de ça? Un détenu de droit commun, on l'arrête, il meurt en prison. Et puis, on s'en fout. Voici les jeunes qu'ils ont arrêtés. Plus de 2000 personnes. En une journée, on les fout en tôle. Ce ne sont ni des assassins, ni des braqueurs, ni des criminels. Ce sont des gens qui ont décidé d'exercer un droit constitutionnel. Ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à ceux-là qui, dans les rues, massacrent ceux qui marchent. Voilà. Mais est-ce que vous les avez vus parler? Non. C'est ça le 4e mandat. Et en contrepartie, Ouattara doit exposer la Côte d'Ivoire à l'international. On doit chercher à faire tomber des régimes. On doit mettre en jeu, en péril, la vie des Ivoiriens. Vous voyez? C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit que le 4e mandat sera une horreur. C'est dans ça que nous sommes. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Parce qu'on va subir sans que rien ne change. Ça là, soyez-en sûrs. Le projet ne prend pas en compte l'alternance à la tête du pouvoir. Le projet de la prédation de la Côte d'Ivoire sur les 30 prochaines années, tel que nous l'a dit Mamadou Touré là, ça ne prend pas en compte les desiderata des Ivoiriens, ça ne prend pas en compte la souffrance des Ivoiriens, bien au contraire. Ce projet-là dit que les Ivoiriens doivent rester dans une forme d'esclavagisme. On doit nous esclavagiser, on doit nous tenir en laisse. Ok? Pour te tenir en laisse là, il faut qu'on te rende pauvre. Il faut qu'on te fasse souffrir. Quand tu souffres, tu es pauvre, tu n'as rien là. Tout ce qui te préoccupe,
c'est avoir ta pitance. Tu ne lèves pas la tête pour voir quelles sont les possibilités de sortir de cette situation. Donc, on va te créer des problèmes, on va te mettre dans la souffrance, dans la disette, on va te mettre dans une situation où tu ne pourras même plus... en fait, toute envie même de te révolter, là, ça ne va même plus t'habiter, en fait. Tous les Ivoiriens sont conscients. Mais tu t'imagines, qui peut mettre sa caméra à Abidjan pour dire ce qu'ils sont en train de dire là? Donc, si nous autres qui avons au moins, parce que nous aussi avons de la famille, tu vois, si nous ne parlons pas, il n'y a plus personne pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, puisque les médias ne le font pas, les journaux ne le font peut-être plus. À l'international, c'est silence radio sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, il faut quelque part utiliser tous les canaux qu'on a pour pouvoir dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les milliers de personnes qui écoutent ce qu'on dit, les relais qui se font et tout ça, ça compte à mettre une sorte... on maintient la Bresse, quoi, d'une certaine façon. On peut pas être là et puis être spectateur de ce qui se passe. Nous sommes conscients que les Ivoiriens sont au courant. Ils savent très bien, c'est eux qui endurent de toutes les façons tout ce qui se passe. Donc, il faut véritablement que nous puissions faire quelque chose. Il le faut. Parce que j'ai entendu dire, non, il faut qu'on se lève contre comment on appelle ça? Les loyers chers. C'est loyer cher seulement. C'est loyer seulement qui est cher à Abidjan. C'est loyer seulement. Pour transport, tu vas prendre, comment on appelle ça? Tu vas prendre fake essai pour descendre à Rivera 3, tu payes 500. Tu vas prendre Rivera 3 pour descendre à Carrefour La Vie, tu vas payer 500. Tu vas prendre Carrefour La Vie pour descendre à Djamé, tu vas payer peut-être 300. Pour faire un trajet que tu faisais peut-être avant avec 300 francs, tu vas te retrouver à payer 1000 et quelques. Donc, c'est pas seulement le loyer, il y a plusieurs choses. Est-ce que la vie même est tenable en Côte d'Ivoire? Donc, le fait de dire les loyers chers là, oui, mais il n'y a pas que ça. Mais pour dire que ce sont des luttes qui, pour moi, ne vont pas mener quelque part. Voilà, les Ivoiriens là, ils se sont plusieurs fois levés pour dire ça là, on n'en veut plus, on est fatigué de ça. Est-ce qu'on a eu gain de cause? Non, tant que eux ils sont là, les Ivoiriens n'auront jamais gain de cause. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc on peut se fâcher, on peut dire non, on va mener la lutte, non au loyer cher, non à ceci, non à cela, non à tout ce que vous voulez. Voici, on a cassé des maisons des gens un peu partout, des familles sont retrouvées à la rue, on a tout ça, ça allait où? Parce que le véritable problème là, ce sont les dirigeants. Tant qu'ils sont là, parce qu'ils sont là pour martyriser. Ça fait partie du plan en fait. Excusez-moi. Ça fait partie du plan. Parce que ils ne sont pas là pour vous satisfaire. Ils sont là pour piller, voler votre argent. Ils sont là pour vous affamer, pour vous appauvrir. Ils sont là pour vous déshumaniser. Ils sont là pour vous détruire en fait. Quand c'est comme ça, ils peuvent rester durablement au pouvoir. C'est ça en fait. Donc, même si vous vous levez pour dire non, la vie est chère, vous ne voyez pas le porte-parole du gouvernement, le gros là, le ministre gros là. Vous ne voyez pas comment il parle avec arrogance quand on lui dit des choses assez simples. Quand il y a des situations où on espère même que le gouvernement puisse au moins compatir pour dire oui, c'est vrai, oh, c'est difficile, nous le savons tous, on reconnaît, on va essayer de voir. Ils ne le font même pas, même pour avoir des mots de compassion à l'endroit des populations qui souffrent. Ils ne le font pas. Ils ne sont même pas touchés. Voilà. Ils s'en foutent. Donc ça là, pour moi c'est peine perdue. On se plaint de la cherté de la vie, mais la vie n'est pas encore chère, moi je vous le dis. Parce que tous les signaux ne sont pas au vert, tout est au rouge. On refuse de diminuer le train de vie de l'État. Qui finance tout ça? On sait très bien que ça ne va pas, on sait qu'il n'y a pas les sous et tout et tout. Non, du moment où les acquis du clan sont garantis, vous savez qu'ils sont dans tous les secteurs juteux de notre économie. Donc eux là, quand ils ont fini d'enlever les pas là, il reste pas, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Tout ce qu'ils vont faire, bon, tendre la main, prendre encore des dettes, des crédits à un point fini. Et puis demain, une année fiscale va sortir où il y aura des taxes ici, des taxes par là, des taxes ici, des taxes par là. Et puis toujours, c'est dans la poche du citoyen lambda qu'on va venir chercher l'argent. Et puis eux, il n'y a aucun sacrifice qui est fait.
Est-ce que eux, là, ils payent le carburant, ils ne payent pas le carburant, ils ont des dotations et tout ça. Est-ce que même des maisons, ils les payent pas? Voilà, à cause du titre ou de la fonction qu'ils occupent, ils ont tellement d'avantages que eux, ils ne subissent pas, en fait, la dureté de la vie. Qui subit tous ces coûts-là? Mais c'est vous. C'est vous. Donc, je vais dire, c'est à nous de voir réellement ce qui nous arrange, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'aide sociale. Il y a des aides sociales en Côte d'Ivoire. Allez-y leur demander la lutte contre la pauvreté, où c'en est. Ils ont parlé des filets sociaux, non? Vrai ou faux? Un pays où il y a pratiquement 30 millions d'habitants, plus de 35% de la population qui vit en dessous de la pauvreté. Le seul programme pour lutter contre la pauvreté, c'est de mettre en place des filets sociaux qui consistent à prendre, je crois, 20 000 familles à qui on va donner 36 000 trimestriellement et on vient se taper la poitrine pour dire on lutte efficacement contre la pauvreté. Mais on se fout de qui? Vous avez vu, ils se moquent même de vous. 36 000 trimestriellement, ça fait 12 000. Une famille peut vivre avec 12 000 en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr de ça? 20 000 familles sur 30 millions de personnes, c'est quoi? C'est rien. C'est même pas une goutte d'eau dans la mer. Ils n'ont pas de solution pour vous, ils n'en auront jamais. Ouattara dit qu'il a donné 1 milliard par jour aux jeunes. Je vous mets au défi de me trouver la trace de ces 1 milliard-là. Je vous mets un défi. Et puis, le ministre qui est là. Bon, vous voyez, regardez les gens qui sont ministres en Côte d'Ivoire. 2% de chômage. Vous savez ce que c'est que 2% de chômage? Vous savez ce que c'est? 2% de chômage. Vous êtes sûr que c'est ça la Côte d'Ivoire? Non, écoutez, c'est à nous de voir. Ok? Il est venu nous annoncer clairement qu'ils sont là encore pour longtemps. Et vous voyez comment ils nous gèrent. Tant que eux, ils tabassent, c'est vous qui allez en payer le prix. Voilà. On va mettre Saline dedans de la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire se retrouve dans le dossier de Epstein. On est dans tout ce qui est sale. On est dans tous les coups foireux. On est dans tout ce qui peut salir le nom de la Côte d'Ivoire à l'international. On n'est jamais dans des choses qui sont bonnes. Oui, salut Bélia. Donc, je pense que nous, là, il faut faire quelque chose. Il y a péril dans la demeure. Il faut que les Ivoiriens réagissent. Arrêtons de penser que bon, on va pouvoir s'accommoder. On ne pourra jamais s'accommoder. La souffrance, on ne s'en accommode jamais. Les difficultés ne sont pas uniquement faites pour vivre ça toute la vie. Non. Surtout qu'on a les moyens de pouvoir vivre mieux. Mais vous voyez qu'ils ont le pied sur toutes les ressources de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que ce ne sont que des entreprises étrangères qui bénéficient des mannes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que les entreprises ivoiriennes se meurent, les jeunes qui se vertuent, qui se battent à créer des PME, tout ça. L'État n'a aucun mécanisme d'accompagnement pour ces entreprises-là. Et le CPC va faire un rapport pour dire que 70% de ces PME-là ferment après 3 mois d'exercice. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Comment est-ce que d'ailleurs l'État même les alimente en marché public? Il n'y a rien pour accompagner les jeunes ou alors les Ivoiriens qui essaient de s'en sortir. Il n'y a rien. Tout est donné aux entreprises étrangères. C'est fait exprès. Tout pour eux, rien pour nous. Et c'est dans ça qu'on va continuer. Et on ressent de plus en plus les affres de cet endettement massif-là par le coût de la vie, mais qui devient intenable. Et ça ne va pas changer. Parce que ceux qui sont à la tête ou ceux qui sont ministres dans ce gouvernement-là, vous les connaissez déjà. Ils ne sont pas nouveaux pour vous. Vous savez qui c'est. Voilà, ils ne vous ont jamais rien apporté. Ce n'est pas aujourd'hui, là, ils vont vous apporter quelque chose. Mais eux, là, ils seront là encore pendant plus de 25 ans. Tout ça, comme je l'ai dit, c'est le projet. Le projet de nous affamer, de nous maintenir en laisse, de nous avilir, de nous déshumaniser, de nous esclavagiser et surtout de prendre la Côte d'Ivoire comme un gâteau et puis donner un rôle à la Côte d'Ivoire dans tout ce que nous voyons comme déstabilisation des pays voisins et tout et tout. Voilà, demain si la situation s'envenime, ce sont encore les pauvres Ivoiriens qui vont prendre les pots cassés. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est la peur en définitive? Voilà. Eux là, c'est vrai, ils se disent que les Ivoiriens sont des gens qui sont soucieux, voilà, de beaucoup de choses. Mais on n'a pas le choix. Nous sommes dos au mur, là. Nous sommes dos au mur. Et la sortie de Mamadou Touré, ce sont des choses qui étaient plus ou moins prévisibles. Tant on voit comment est-ce que ils ont disposé les choses, la création du poste du vice-premier ministre, en mettant
Téné Birahima, c'est un inculte, c'est un analphabète. Moi, je ne le connais pas. Qui connaît Téné Birahima? Moi, je ne le connais pas. Je ne sais même pas d'où il sort. Je ne sais pas. Je ne sais rien de lui. Je ne sais pas. Voilà. On ne sait pas où ils sont allés à l'école. On ne sait pas leur fait d'âme. On ne sait pas dans quelle université. Ce sont des gens qui viennent de nulle part, en fait. Et ce sont ces gens-là qui n'ont aucune histoire avec la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là qu'on a décidé qu'ils soient maîtres de la Côte d'Ivoire. Mais ils vont gérer les choses de façon... Ils ne vont pas avoir pitié. Ils vont vraiment pas avoir pitié. Donc, moi, c'est un peu ce que je veux dire. C'est vraiment désolant. Ça fait très mal, mais il faut pas pleurer. Le président Laurent Gbagbo a dit, il faut pas pleurer, il faut vraiment se battre. Il faut vraiment... Un garçon, il ne pleure pas. Donc, quand on dit un garçon, c'est pas forcément moi. Hein. Je veux parler du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter. Il faut vraiment décider de faire quelque chose. OK? Il faut décider de faire quelque chose. Les étrangers... Vous voyez, j'étais sur un panel aujourd'hui, et puis il y a un frère qui a dit, non, les étrangers, puis il dit, oh, excusez-moi, je ne sais pas le mot que je voulais dire. J'ai dit, mais attends, est-ce que étranger, là, c'est une injure? Moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui n'est pas d'un pays, mais c'est un étranger. Ou bien, il y a un nouveau nom dans le vocabulaire pour nommer une personne qui n'est pas ressortissant d'un pays. Donnez-moi le nouveau mot pour nommer cette personne-là. Les gars du RHDP qui sont sortis menacer la communauté nigérienne, là. Les gens ont mis leurs origines. Ce sont des Maliens. C'est un Malien, le gars. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ceux-là, en fait, qui nous gèrent. Mamadou Touré, là. C'est qui? Vous voyez, quand tu n'as pas une histoire avec un pays, tu ne peux pas avoir pitié de ce ressortissant. Moi, je l'ai dit, j'ai parlé avec quelqu'un, je dis, si tout de suite on fait de toi président du Lesotho, tu as cherché à faire quoi? Il dit, ah, hier, voici Alain là-bas. Il prend tout. Il n'a même pas dit, bon, je vais voir comment les gens vivent là-bas. Si ça va pas, je vais voir comment je peux les aider. Non, tu t'en fous. Tu connais qui est au Lesotho? C'est pas chez toi. Ouattara, c'est pas chez lui ici. Il a découvert la Côte d'Ivoire en 82. Juste pour se faire décorer. En tant que voltaïque. Il est retourné en 89, il est revenu. En tant que président du comité interministériel. À la suite de ça, il est devenu premier ministre. Voici comment il découvre la Côte d'Ivoire. Il tombe dans le gâteau ivoire. Il se rend compte de toute la manne financière, de tout ce que représente la Côte d'Ivoire. Il est pratiquement le président bis. Parce que vous fouillez, comme je le disais, bon, il est malade, il est vieillissant et tout ça. Il faut le go l'a dit, Ouattara était le président de la Côte d'Ivoire, la vérité, parce que vous fouillez, bon, il était vieux et tout ça. La maladie l'avait vraiment affaibli, donc il n'avait même plus le regard sur la gestion courante. Voilà. De l'État. Tout reposait entre les mains de Ouattara. Et c'est de là qu'est vraiment partie sa fortune, sa richesse. Vous avez entendu cette histoire de Ouattara vend et rachète. On a vendu des sociétés d'État ici pour des francs symboliques. Les gens sont passés derrière pour avoir des retours-commissions. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été transporté dans des avions et tout ça. C'est de là que tout ça part. Donc, il se rend compte que la Côte d'Ivoire est trop riche. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Il se rend compte que les Ivoiriens, bon, ils sont là, mais bon, mon cher, on peut les spolier de tout. La preuve en est que quand le président Oufoué décède, la Constitution est très claire. Quant à sa succession, il est prévu que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a le défait constitutionnel. Mais est-ce que Ouattara n'a pas tenté de prendre le pouvoir? Alors qu'il savait très bien que la Constitution ne lui permettait pas. Donc, il n'a jamais été soucieux ou respectueux des règles. Et c'est celui-là qui a été choisi pour le projet de garder la Côte d'Ivoire aussi longtemps que possible dans le précaré de l'ancienne métropole, donc le précaré de la France. Donc, il va continuer. Maintenant, lui, il est fatigué, il est répu, il est rompu, il a tout mangé, il a tout volé, tout et tout. Il est en train de préparer son frère. Sommes-nous dans un royaume? Est-ce que c'est un empire? Non. Tout ce qu'on dit là, moi qui parle, moi je peux parler en Côte d'Ivoire. Des gens très haut placés m'ont déjà appelé pour me dire ça. M'ont déjà laissé message, me dire ça. Bon, moi j'ai posé la question. Ce que je dis là, en quoi est-ce que je suis en train de fragiliser un État? Est-ce que ce ne sont pas des faits que je suis en train d'énumérer? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai? Est-ce que j'invente? Est-ce que les Ivoiriens ne souffrent pas? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas dans cette situation précaire? Est-ce qu'on n'est pas spolié?
de nos terres. Est-ce que? Ce sont des faits ou pas? Ces faits-là sont avérés ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi, je dis, quelque part, c'est une situation qui est très douloureuse, mais c'est pas une question de s'accommoder. Voilà. Vous savez, ils sont au pouvoir aujourd'hui, non? Ils ne sont pas miséricordieux, ils ne sont pas gentils du tout. Ils s'en foutent. Ils nous font souffrir. Il n'y a pas de pitié pour nous. Tous ceux qui parlent doivent être à l'extérieur. Hein? Tu tapes quelque chose sur un clavier, on t'attaque, on te jette en prison et tout ça. Vous voyez tout ça, non? Demain, quand ils ne seront plus là et qu'il y aura un autre pouvoir, est-ce que eux là, ils pourront se plaindre dans ce pays que moi je connais là? Allez, vous pose la question. Est-ce que c'est nous qui allons les empêcher de parler? Parce que ils agissent comme si l'éternité leur avait été concédée. Ils agissent comme des êtres éternels. Ils agissent comme si, en fait, le souffle de vie qu'ils ont là ne leur sera jamais retiré et que la Côte d'Ivoire, en fait, ne va jamais connaître de nouveaux dirigeants. Et moi, ça me fait tomber des nues. Parce que tout ce qui commence a une fin. Il n'y a que ce qui n'existe pas qui n'a pas de fin. Mais quand quelque chose commence, ça a une fin. Donc le pouvoir Ouattara, ils peuvent nous faire subir tout ce qu'ils veulent nous faire subir. Mais forcément, il y aura une fin à cela. Et la vraie question à se poser, c'est qu'adviendra-t-il de tout cela? Ce n'est pas une question de vengeance, non. Mais je veux dire quoi? L'instrument que tu as pris pour mesurer les gens, là, c'est ça encore te mesurer. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, en définitive, on subsiste. Il faut tenir bon. Je vais voir combien de temps que je parle parce que je ne parle pas beaucoup. Ok, mon temps est arrivé. Ok, je pense que mon temps est arrivé. Comme je l'ai dit, j'ai fait des lives de 1 heure en semaine. Je ne dépasse pas. Parce que chaque jour, on fait des directs. Voilà, donc il faut garder l'énergie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets à traiter et tout ça. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'on tienne bon. Ok, il faut qu'on tienne bon. Il ne faut pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas penser que tout est fini. Je ne pense pas que si on devait désespérer la Côte d'Ivoire, on serait là encore en train de parler. On serait tous allés au restaurant. On aurait tous... Nous là, il suffit de manager et puis bon, voilà, on rentre au restaurant. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des Ivoiriens qui sont encore dignes. Il y a des Ivoiriens qui refusent de se soumettre. Il y a des Ivoiriens qui refusent de manger le pain de la traîtrise. Et c'est avec ceux-là, ce petit reste-là, que nous allons récupérer notre pays. Voilà, ceux qui pensent qu'ils vont faire 25 ans, ils seront très surpris de ce qui les attend. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas idée. Maintenant, sur les panels, il faut faire attention. Il ne faut plus trop aller en profondeur. Je pense que les gens se sont laissés aller. Ils ont beaucoup trop parlé sur les panels. Il ne faut même plus aller trop loin. Voilà, il faut juste entretenir la mobilisation. Il faut maintenir la flamme de la lutte. Il faut toujours remobiliser. Il faut toujours parler. Ça permet de maintenir, comme je le disais, la posture que nous avons. C'est cette posture-là de ne pas abandonner. En tout cas, ça fait 1 heure que je parle. Mon temps est arrivé, donc je vais me faire fort de respecter cela. Parce que bon, demain encore, on va se retrouver pour parler. N'abandonnons pas, soyons forts. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire nous appartient. Ce qui est pour toi, comme on le dit en ivoirien, ce qui est pour toi est pour toi. Voilà, ce qui est pour toi est pour toi. Demain, on va traiter d'un autre sujet, Dieu voulant. S'il me donne la force, s'il me donne la capacité, j'espère que vous serez là, vous serez avec moi. Voilà, c'est à cause de vous que nous nous efforçons de faire ça. Parce qu'on pense non seulement à vous, mais on pense aussi à la Côte d'Ivoire. Moi, quand je pense à la Côte d'Ivoire, mon cœur saigne. J'ai tellement mal. Je souffre même dans mon être. Voilà, parce que on ne mérite pas ça. On n'a rien fait pour mériter ça. Les Ivoiriens, c'est un peuple joyeux. Les Ivoiriens, c'est un peuple, je veux dire, débonnaire. On est sans histoire, en fait. On ne cherche pas des noises ça et là. On ne cherche pas, je ne sais pas moi, à blesser les uns et les autres, à tuer qui que ce soit. Non. Je veux dire, on a tout donné à ces gens-là, en vérité.
Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi ils nous traitent de la sorte, réellement? Quel est le problème? Ceux qui disent qu'on les a empêchés de porter des boubous, pourquoi ne portent-ils plus les boubous? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai même, d'ailleurs? Ceux qui ont parlé d'exclusion hier sont les plus grands exclusionnistes aujourd'hui. Ceux qui ont parlé de la xénophobie sont les plus grands xénophobes. C'est eux qui appellent aujourd'hui à mettre des cas de séjour. C'est eux qui fouillent dans les origines des uns et des autres. Pourtant, ils disaient lutter contre ça hier. Vous voyez, tous ceux qui parlaient, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce sont des choses qu'il faut conserver. Il y a quelqu'un qui me disait qui a écrit tout à l'heure que la VAR va les dégoûter. Ça va plus que les dégoûter. Donc, soyons forts, ne baissons pas les bras. On est ensemble. Demain, nous allons nous retrouver, Dieu voulant. Abonnez-vous encore massivement à mon compte, au compte de Soleil. Abonnez-vous au compte de Soleil. Lui, il fait en journée et moi, je m'efforce de faire. Aujourd'hui, j'ai fait un peu tôt. Voilà, donc on va toujours continuer de parler de la Côte d'Ivoire qui est notre bien à tous et peu d'autres sujets. Demain, je vais traiter un peu du sujet de l'AES. Il y a des choses très, très intéressantes qui sont en train de se passer. Et surtout, ce que l'AES entend faire, pas dans les détails, mais vous dire ce qui est en train d'arriver. Je l'avais dit que la Côte d'Ivoire va essayer de calmer la tension. Je vous l'ai dit ou pas? Tous ceux qui me suivent, à cause de ce qui est en train d'arriver. On a le représentant, je crois le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu au Burkina. Je ne sais pas si vous avez eu écho de ça. Il s'est rendu au Burkina. Mais en même temps, j'ai vu que l'armée de Côte d'Ivoire s'est un peu renforcée. J'ai vu qu'il y avait un don. Voilà, de l'Union européenne, en armement, des trucs comme ça. Les gars, on ne peut pas souffler le chaud et le froid. Pendant que les gens se renforcent, ils vont essayer de pacifier la situation. Mais ils vont essayer de calmer. Parce que il y a des choses qui arrivent. Vous comprenez? Et je l'ai dit que la Côte d'Ivoire va essayer de calmer un peu les choses. Et donc aujourd'hui, j'ai vu que le ministre des Affaires étrangères, le ministre délégué des Affaires étrangères s'est rendu au Burkina. Donc j'ai vu que mon analyse était plus ou moins, était vraie. Voilà, Dieu merci que ce que je dis là, ça se colle au mieux de la réalité. Mais demain, ce sera spécial AES. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut que les Ivoiriens en soient informés pour que on sache plus ou moins où nous sommes en train d'aller. Il ne faut pas désespérer. Bientôt, les gars, bientôt. Bientôt, on va se retrouver. Bientôt, on va se faire des accolades. Très, très